Et là encore, on est dans ce schéma de j'ai rien vécu de dramatique, profondément dramatique, si on regardait de l'extérieur et si on voit ce qui se passe dans le monde. Mais après, en tant qu'individu, il y a un vide abyssal à remplir. Et c'est ça dont on parle. C'est d'aller connecter ces blessures qui peuvent paraître anodines pour d'autres, mais qui sont abyssales pour nous. Et tu le dis bien, ton mental, ton intellect l'a compris, mais il y a quelque chose qui s'est enquisté dans le corps. Et donc comment, en fait, après, aller dénouer cette tension ? Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci, car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, vous connaissez sûrement ce dicton. Faites le métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et si, cette année, vous faisiez de ce dicton une réalité ? Pour repenser votre vie professionnelle, je vous recommande chaleureusement notre fidèle sponsor Chance. C'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois seulement, avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs et trouver le chemin vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Vous pourrez compter sur le soutien d'une communauté d'entraide engagée, prête à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le vrai plus, le parcours est finançable par le CPF. Alors, si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle. Et si au lieu d'attendre que le monde s'aligne à nos désirs, nous apprenions à avancer de l'intérieur, à changer de regard, un pas après l'autre ? Beaucoup cherchent à mieux gérer leurs émotions, à sortir de la surcharge mentale ou à redonner du sens à leur quotidien. Dans son roman initiatique, sorti en 2017 et devenu un immense best-seller, Kilomètre Zéro aux éditions Erol, mon invitée, marcheuse de l'âme, raconte l'histoire de Maëlle, une cadre débordée et fermée au changement qui part à contre-cœur en trek au Népal et finit par transformer sa vision de la vie. Aujourd'hui, cette histoire renaît pour notre plus grande joie en bande dessinée, illustrée par la non moins fabuleuse Mathilde Ducret et publiée chez Casterman. Mais au-delà du récit, elle partage des clés concrètes pour revenir à soi, dépasser ses peurs, pacifier ses émotions et oser vivre depuis l'amour. Je suis ravie, vous l'avez reconnu évidemment, de retrouver dans Métamorphose Maud Ankawa. Bonjour chère Maud. Bonjour Anne et merci pour ce rendez-vous. Merci, c'est toujours un plaisir de te recevoir vraiment. On a ce lien aussi un peu particulier qu'on œuvre dans le même sens, toi et moi. Oui, vraiment. C'est toujours un honneur et c'est toujours un moment émouvant d'être face à toi parce que tu as cette faculté de rentrer à l'intérieur des gens avec une bienveillance, donc on se livre et je sais que l'exercice va être le même aujourd'hui de se livrer un peu à cœur ouvert. Donc merci à toi. Merci à toi. Je te retourne le compliment parce qu'il y a pas très longtemps, c'était moi qui étais dans ton podcast et tu avais cette bienveillance et cette présence aussi qui te caractérise. Alors j'avais envie de commencer. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver ton livre? Incroyable best-seller puisqu'on parle de millions d'exemplaires vendus quand on parle de Kilomètre Zéro. La version grand format, j'ai cité chez Erol, la version poche chez J'ai lu. Et qui maintenant sort en bande dessinée. On en parlait un petit peu hors antenne, ça doit faire drôle quand même. Oui, c'est un très beau projet. Ouais. C'est un projet qui m'a fait un peu peur au départ parce que j'avais pas envie de tromper le lecteur. Et une bande dessinée, c'est une adaptation. Et une adaptation, eh bien tout est possible. On peut changer la fin, on peut ajouter des choses dans le récit. Et je craignais un peu de sortir un peu du livre parce que les gens attendent finalement le livre. Et Casterman avec Mathilde, la dessinatrice, ouais. On fait un travail vraiment remarquable et ça a été un très beau chemin pour moi aussi.
Si tu es d'accord, d'ailleurs, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, on en fera gagner une pour les abonnés Avec à la plaisir. newsletter de Métamorphose. Avec grand plaisir. Franchement, là, vous qui nous écoutez, il faut que vous voyez aussi ces dessins-là. C'est dans des tons. Comment tu as envie de les qualifier, toi? Parce que c'est particulier. On n'a pas vu ce genre de bande dessinée, moi, je trouve. Et c'est ça qui me plaisait avec Mathilde. Et d'ailleurs, quand Casterman m'a proposé le projet, il voulait pas une bande dessinée qui soit un peu informatisée, vite fait. Il voulait vraiment une œuvre d'art. Et ils en ont fait une œuvre d'art. C'est ça, exactement. C'est vraiment, c'est une œuvre d'art. Donc on a plaisir à se plonger dans la poésie des dessins. Mathilde ne fait pas qu'une retranscription des personnages, de gens enfin Maël et Chanty qui marchent dans la montagne. C'est vraiment une introspection et d'ailleurs je ne voyais pas comment, avec un livre si dense, ils allaient pouvoir retranscrire l'émotion et en fait ça a dépassé mes espérances, vraiment vraiment. Fou, donc évidemment ce sera une joie d'en faire gagner pour les auditeurs de Métamorphose, parce que c'est un beau chemin. Un beau chemin. Alors toi, évidemment, depuis, je l'ai pas dit, mais tu as écrit d'autres ouvrages tout aussi best-sellers. Depuis Kilomètre Zéro, je me suis dit, tu t'es replongé dedans d'ailleurs pour la bande dessinée, et en te replongeant dedans, est-ce qu'il y a vraiment des choses où tu t'es dit, tiens, peut-être ça, je l'aurais dit autrement maintenant, parce que forcément, tu as pas le même regard, tu as vraiment à nouveau, toi, cheminé énormément. Je vais plutôt parler de mon expérience à travers les lecteurs. Oui. Parce que moi, quand j'ai écrit ce livre, qui est mon premier livre, et puis vraiment, je viens pas de ce monde-là du tout. Je le dis souvent, je viens du tableur Excel et pas du tout du monde de Word. Je sais pas si t'étais une start-upeuse à succès, plutôt dans la finance. Enfin, oui, voilà, mon monde, c'est la stratégie voilà. d'entreprise, donc ça n'a rien à voir avec l'écriture. Je l'aurais sans doute écrit autrement et ça aurait été une erreur, parce que là, je me suis mis complètement à nu, ne sachant pas que ça allait être dans les mains de millions de personnes. Donc, j'ai écrit ce livre pour mes amis et je me suis mis complètement à nu. Alors, je suis très heureuse de ne pas avoir imaginé ce qui allait se passer pour ce livre, parce que peut-être que j'aurais pas enlevé tous les costumes d'un coup. Mais tant mieux, parce que ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais être aimée sans tous ces costumes. Donc, au retour des lecteurs, j'allais dire non, eux, ce qu'ils ont aimé dans ce livre, c'est cette authenticité, après, il y a beaucoup de messages dans ce livre, et parfois un peu dense. Alors, est-ce que, avec le recul, j'en aurais mis moins et je serais peut-être moins rentrée en profondeur? Quand je vois le succès de ce livre, j'ai envie de dire non, je changerai pas grand-chose. Oui, c'est ça. Sachant que pour la bande dessinée, tu as dû justement revoir un peu la quintessence de tes messages. Oui, alors on a essayé vraiment de laisser beaucoup de messages et alors c'est le pouvoir des images que de transcrire une émotion qu'on n'a pas besoin d'expliquer par les mots. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans un roman. Le roman, t'es obligé d'expliquer l'ensemble des émotions de la protagoniste pour les comprendre. Là, le dessin suffit parfois et très souvent à magnifier finalement ce qu'on peut ressentir, et il n'y a pas besoin d'expliquer par une bulle de mots. Bien sûr, on la voit dans des postures, etc. Exactement. Alors on imagine le film d'ailleurs derrière. Ouais, quand on voit la bande dessinée, tout de suite, on se dit... Il y a des pourparlers autour de ça. Oui, on imagine bien. Tu aimerais jouer d'ailleurs Maël? Ah non. Non. Ah non. Tu aimerais voir quelqu'un l'interpréter si jamais ça devait se faire un jour? Oui, parce que chacun son métier. Oui. En réalité. On m'avait posé la question pour... Enfin, tu dis ça, t'es devenue romancière alors que t'étais dans la finance. Hein. Oui, mais c'est vraiment un métier... déjà, Maëlle est plus jeune que moi maintenant, après toutes ces années. Oui. Et puis, au-delà de ça, tu vois, quand mon éditeur... de livres lus, en fait, Lizzie, m'a proposé de lire pour... audio, tu veux dire. Le livre audio, merci. Et j'ai dit non, parce que c'est vraiment des acteurs, et Camille qui lit le Kilomètre Zéro, là, l'actrice qui lit sur le livre audio est vraiment fabuleuse. Donc tu vois, c'est vraiment... ou alors c'est un métier qu'il faut travailler, mais on s'improvise pas acteur, on s'improvise pas... Donc ce sera pas toi. Donc non, c'est sûr que ce sera pas moi. Alors justement, reparlons de Maëlle, ton héroïne. Est-ce que tu as envie un peu de nous la pitcher? Elle commence son voyage, elle est submergée, elle est vraiment coupée d'elle-même, elle est très mentale, comme tu étais, toi, probablement à l'époque. Il y a quand même une identification, j'imagine, très forte à ce que tu es, toi, à ce moment-là. On sent vraiment qu'elle est beaucoup plus dans la peur que dans l'amour. Est-ce que tu as envie de nous pitcher ce démarrage?
Oui, en fait, c'est une femme qui... Que t'as pitché des dizaines de fois, je sais bien, Maud. Non, mais c'est ça, c'est une femme qui est complètement... qui se laisse déborder parce que, comme je l'ai été d'ailleurs, 95% du livre est vrai, comme mes 3 romans d'ailleurs. Je me sers vraiment de ma vie. Après, évidemment, il y a un peu de romance, il y a un peu de... Mais 95% du livre est vrai. Donc, c'est une femme que j'étais... qui ne fait que travailler, parce que c'est déjà une drogue, parce que c'est une passion, et puis il y a ce vide abyssal en face, qui est que si je me pose 3 minutes, je vais me retrouver face à moi, et si je me retrouve face à moi, eh bien je vais aller devoir explorer des dossiers peut-être un peu profonds que j'ai pas forcément envie d'aller voir. Donc c'est l'histoire de Maëlle qui effectivement est complètement débordée par son travail, qui a une grosse carrière dans la finance, et puis sa meilleure amie, qu'elle n'a pas vue depuis un moment, parce qu'elle a même plus le temps de voir ses amis, lui demande lui donne rendez-vous et la missionne d'aller chercher quelque chose au Népal qui pourrait lui sauver la vie. Alors bon, faire un aller-retour au Népal qui va lui prendre 3 jours en faisant l'aller-retour, et puis face à cette demande, elle réfléchit, et puis finalement quand même l'amitié a plus d'importance au fond d'elle, c'est quand même quelqu'un de bien, et elle part faire cet aller-retour. Sauf que rien ne va se passer vraiment comme prévu, et la voilà embringuée dans un trek au Népal, et je vais pas spolier l'histoire, mais c'est vraiment un voyage. Alors moi, je l'ai pas fait dans ces conditions-là, mais je suis réellement partie au Népal, faire le tour des Annapurna, qui est le fameux trek. Le décor de Kilomètre Zéro, et c'est un voyage vers soi qui est assez extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, ce départ, c'est pas anodin, parce que parfois dans la vie, on sent qu'on n'a pas envie de le faire parce que rationnellement, et c'est ce qui lui arrive, dans son agenda surbooké, ça tombe très mal. Et en même temps, il y a une sorte de petite voix au fond de nous qui nous dit fais-le quand même. Oui, parce que... Tu vois, comme une sorte d'appel presque. Hein. Oui, et ça, c'est très juste, et c'est une question même que je me pose tous les jours. Cette petite voix... on peut l'entendre, parce que souvent on parle effectivement de petites voix, mais beaucoup me disent très bien, mais je fais comment moi pour l'entendre? Moi, des voix, j'en entends des milliers, et puis des pensées, j'en ai des milliers. Oui, 60 000 pensées par jour, 80% les mêmes que la veille. Ouais. Ce qui est quand même assez étonnant, 80% étonnant. Les mêmes que la veille, sauf quand on a un événement tragique, ou au contraire très heureux, vous tombez amoureux, et là d'un coup les 60 000 pensées de la veille switch vers votre amoureux ou vers votre drame. Donc effectivement, cette petite voix, comment on l'entend à travers toutes ces pensées? Eh bien en se posant une seule question: si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Et immédiatement, dans tout ce qu'on fait, on a la réponse. Si c'est vertigineux, c'est ce que tu viens de dire en réalité. Hein. Mais tous les jours, je me pose cette question. Ouais. Quand je suis face à un projet professionnel, tiens, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Ah peut-être que non, ça fait trop, ou peut-être que ah oui, c'est vraiment fondamental, mais pas tout de suite, ou peut-être que... Et là, au fond de nous, on a la réponse. Si j'arrêtais de me mentir dans ma relation sentimentale, qu'est-ce que je ferais? Ah oui, oui, mais je peux pas quitter mon mari, ma femme, les enfants, oui, mais qu'est-ce que je ferais au fond? Ça veut pas dire qu'il faut faire les choses dans la seconde. Oui, tout faire péter en mode... Bien sûr, voilà. Mon travail, si j'arrêtais de me mentir, j'enverrais bouler mon patron. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même. Se poser et de poser les actions après, qui vont peut-être mettre 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais au moins, on arrête. Et écouter sa voix intérieure, c'est ça. C'est se poser quelques secondes, pas des heures et des heures. On entend souvent, oui, la méditation, c'est bien, mais moi, j'ai pas le temps de méditer. C'est juste quelques secondes. Et d'écouter cette voix. D'ailleurs, dans ce que tu dis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a ce qui nous arrive, qui est provoqué par l'extérieur, et il y a ce qu'on peut provoquer nous. C'est-à-dire que parfois, ça peut être, dans le cas de ton héroïne, de Maëlle, c'est-à-dire que quelqu'un lui demande de l'extérieur de faire ça, elle écoute, c'est à un moment donné, elle dit, j'ai pas le choix, j'y vais. Parfois, ça peut être une maladie, quelque chose qui tombe sur la personne, qui provoque en fait cette situation. Alors oui, mais là encore, tu vois, dans le cas de Maëlle, on lui dit, sa meilleure amie lui demande un service. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Oui, j'ai du boulot, j'ai mes réunions, j'ai machin, mais au fond, il y a une voix en nous qui a, mais enfin, c'est quand même ma meilleure amie, et puis elle me demande pas si souvent des services, et est-ce que j'ai pas 2 jours, parce que finalement, un aller-retour au Népal, c'est 10 heures d'un côté, 10 heures de l'autre, en 2 jours, je le fais.
Bon, c'est 20 heures de ma vie, si j'arrêtais de m'en mentir, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je vais pas regretter de lui dire non? Est-ce que, la réunion, finalement, c'est pas... Tu vois, il y a un truc en nous qui est... Bien sûr, il y a un événement extérieur, mais prendre la responsabilité de son quotidien, ça, je crois que c'est vraiment important. Et ça pose cette grande question de depuis quel endroit je vis. Est-ce que je vis depuis la peur? Et en fait, dans ces pensées dont tu parlais, les 60 000 qui tournent en boucle, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, ce sont souvent des pensées de peur, en fait, qui nous habitent. Complètement. En fait, un des thèmes, d'ailleurs, un thème principal de ce livre, c'est les deux portes qu'on a face à nous, et on n'en a que deux. Toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos réactions ne découlent que dans l'une ou l'autre de ces deux portes. La peur, le système égotique, non pas l'émotion de la peur, qui est une très belle émotion, comme toutes les émotions, mais ce schéma égotique, on pourrait l'appeler l'ego, ou l'amour. Et l'amour, c'est pas l'amour amoureux, mais soit j'ai peur et je réagis dans cette émotion qui est, je suis agressive, je suis en défense, je suis envieux, je suis ceci, je suis cela, et j'agis de cet endroit-là, ou alors je bascule dans la porte de l'amour. L'amour, c'est l'ouverture du cœur, c'est le lien à l'autre, c'est l'instant présent, etc. Et là, je peux réagir autrement. D'ailleurs, c'est un moine bouddhiste qui me disait quand tu es face à un événement ou quelque chose et tu ne vois pas de porte de sortie, parce que un tel me dit ça, moi ça m'agresse, je vois pas comment je peux réagir de la porte de l'amour. Et bien la deuxième question fondamentale de ma vie presque quotidienne, c'est qu'est-ce que ferait l'amour? Qu'est-ce que ferait l'amour avec un grand A? Qu'est-ce que ferait une puissance supérieure? Enfin, on peut dire ce qu'on veut autour de ça. Mais qu'est-ce que ferait l'amour? Et là, d'un coup, tu as une autre réponse. Et c'est ça le sujet. C'est que ferait l'amour à ma place, en fait. Exactement. Que ferait l'amour à ma place? Comment est-ce qu'on peut se laisser habiter par cet amour? Parce que quelque part, c'est une forme de vibration. D'ailleurs, tu en parles aussi dans l'ouvrage et évidemment dans la bande dessinée. Tout ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous traverse. Comment est-ce qu'on peut se mettre en contact avec ces vibrations? Alors aujourd'hui, tu accompagnes aussi des groupes. Tu ne fais pas qu'écrire entre guillemets, même si c'est déjà énorme, mais tu continues l'œuvre aussi d'une autre manière. Tu marches toujours à Compostelle, tu accompagnes aussi des groupes. Alors c'est des séminaires ou des séminaires. Oui, c'est des séminaires dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Pour aller travailler, un peu plus en profondeur sur ça. Ta question, c'était comment... Alors ma question par rapport à ça, c'est de dire, des gens qui nous écoutent pourraient se dire, mais moi j'aimerais en fait me laisser traverser par l'amour, mais j'y arrive pas parce que émotionnellement, il y a peut-être quelque chose qui est anesthésié, qui est coincé, qui s'est enquisté dans l'histoire de mon enfance, dans mes psychotraumas, etc. Tu vois. En fait, c'est déjà là. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que tout est là. C'est qu'il n'y a pas à aller chercher ailleurs. Sauf qu'on n'entend plus vraiment, ou on ne ressent plus vraiment cette joie profonde. Mais cette joie, c'est notre état de base. Et quand je parle de joie, c'est vraiment une joie profonde. C'est pas tiens, je vais manger un petit gâteau, ça va me faire plaisir. C'est vraiment une joie profonde. Et l'avantage, c'est que tout est là. Quand certaines personnes me disent oui, mais moi, j'entends plus mon cœur. Si, heureusement, il est encore là et il bat chaque seconde pour nous. Comment je fais pour l'entendre? Là est le chemin. Parce que comme tu le disais, on a traversé des choses difficiles. Parfois, on n'a pas réglé certaines blessures profondes. Et ça nous camoufle un peu ça nous pose un écran, un voile à cet état de bien-être. Et ça, c'est juste. Et c'est loin d'être si simple d'aller reconnecter ça, tout simplement parce que le voile nous tronque cette réalité. Pour commencer à goûter à cette joie, il faut commencer à se rappeler ou à vivre des petits instants. Et ces petits instants qui nous amènent dans la joie, c'est pas d'acheter une maison, une voiture ou je ne sais quoi, qui peut nous amener dans une joie éphémère, mais simplement de se poser dans le fait de parler sereinement avec quelqu'un qu'on aime vraiment, avec un ami, avec son conjoint, avec même un tout petit enfant ou un plus grand. Le simple fait de se poser et d'aller goûter à des petits instants. Et là, c'est vrai que déjà, on peut goûter à quelque chose qui est en nous, qui est je me sens bien, ou je ressens une micro-joie, ou je suis face à un lever de soleil, ou je suis face... Ces petits instants-là vont nous reconnecter avec ce qui est plus profond en nous. Parce que connecter l'extase, entre guillemets, cette joie profonde, c'est sûrement pas dans le faire ou dans l'avoir, c'est dans l'être.
Dès qu'on va revenir un petit peu à soi, on va se rendre compte que tout est là. Tout l'amour est là, et tout l'amour qu'on a à donner et à recevoir. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour être aimé et pour aimer. De l'instant où on est jusqu'à notre mort, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour aimer et être aimé. On veut gagner même de l'argent pour être aimé. On veut avoir pour être aimé. On veut faire pour être aimé. Parce que c'est notre leitmotiv. On est des êtres sociaux et la plus grande peur de l'être humain, c'est de ne plus être aimé. Parce que si on n'est plus aimé, on meurt. Et la plus grande peur, c'est bien la mort. Donc effectivement, regoûter à la joie, c'est commencer par des petits instants quand on a l'impression de ne plus jamais la connecter. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que tout est là. Donc même si on a cette impression, ce n'est qu'une illusion, tout est là. D'ailleurs, quand je t'entends, j'ai la petite chanson, la magnifique chanson de la famille Chédid qui me trotte dans la Moi tête. aussi. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Oui, c'est ça. Vraiment une chanson que j'écoute très souvent. Ah ouais, moi aussi. Parce que c'est très juste, c'est tellement juste. C'est ça. Et on sent que d'ailleurs dans cette famille, il y a beaucoup d'amour qui circule. Mais comme chez toi, on sent qu'il y a une joie, il y a quelque chose qui t'habite. Est-ce que depuis que tu as compris quand même ces enseignements et que tu les as intégrés, tu sens qu'il y a, évidemment, que j'imagine que comme toute personne, tu as des hauts et des bas dans ta vie, mais fondamentalement, est-ce que cet amour t'habite au quotidien ? Alors, évidemment, j'ai une croyance profonde. J'ai une croyance profonde et je pense que c'est ce qui fait que tout est possible. Et on vit dans une immense énergie et je la ressens. Et alors, quand je dis croyance, c'est pas forcément une religion. D'ailleurs, j'ai pas une religion. Sorte de foi. Une foi profonde. On est co-créateurs d'un monde les uns avec les autres. Et je pense que cette unité dans laquelle on vit et qu'on s'est prouvé aujourd'hui complètement. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'explique dans Kilomètre Zéro. C'est vraiment qu'on est tous un. On est cette grande énergie. Aujourd'hui, on sait dire, juste par la chimie, sans faire des années de recherche ou ne pas être même soi-même scientifique, on sait dire qu'on est composé d'eau, et ça tout le monde le sait. L'eau, c'est quoi ? C'est des atomes. Un atome, c'est quoi ? C'est un noyau, des électrons qui tournent autour. Donc, le noyau, c'est microscopique. Des électrons qui tournent autour sont à une distance proportionnelle de la Terre au Soleil. Donc, on n'est que du vide. Que du vide. On n'est en fait qu'une grande énergie. La seule chose qu'on ne sait pas prouver aujourd'hui, c'est que cette grande énergie est intelligente. Mais on n'est que du vide. Donc, il n'y a rien qui nous sépare. Il semblerait qu'il y ait des fauteuils sur lesquels on soit assis, mais si on était en macro, on ne verrait que du vide. Des noyaux, des électrons qui tournent autour à une vitesse vertigineuse comme la Terre. Donc, mais ça, le système de défense, l'ego ne peut pas intégrer ça. On ne peut pas intégrer que tu es séparé de moi. Non, Anne c'est Anne, moi c'est moi. Et l'ego nous sépare du micro, du fauteuil, etc. Mais tout ça n'est qu'une illusion. En macro, on ne verrait que du vide. Et donc, pour revenir à cette foi, oui, j'ai l'intime conviction qu'on peut tout transformer de la seconde à l'autre et créer tout ce qu'on veut créer. Si tant est que, je dis pas que ça demande pas des efforts, que ça demande pas du courage, que ça demande pas du travail, bien sûr, mais tout est possible. Alors justement, Maëlle, comme toi, elle est partie en quête de ses croyances. Est-ce qu'on peut facilement, ou en tout cas à travers un chemin, parce que je dis facilement n'est pas le bon mot, aller les déminer d'ailleurs, comme tu dis? Oui, c'est ça. Et t'as tout dit dans cette phrase, c'est un chemin. Et non, c'est pas facile, comme tu viens de le dire à l'instant. De le corriger, oui. Ouais, non, mais tu viens de le dire, c'est tout à fait ça. On a l'impression que c'est facile. Non, c'est un chemin. Par contre, le millimètre de gagner, il l'est pour toujours. Donc, on est toujours en chemin. Et en tout cas, moi, j'ai le sentiment de, malgré 25 ans de développement personnel, d'être vraiment qu'au début. Mais ce millimètre de gagner, il l'est pour toujours. Et ça facilite les choses. Donc, le chemin est long, et peu importe la distance qu'on aura à traverser, ce petit millimètre à chaque fois nous permet d'avancer et de détendre quelque chose en nous, parce que c'est cette tension, cette souffrance, c'est très lié aux tensions qu'on peut avoir, et puis au cheminement, au mental, aux pensées. Dès qu'on calme un peu ses pensées, d'un coup, là, tout de suite, on n'a pas de problème. On a pu en avoir, on en aura d'autres, mais là, tout de suite, moi, je suis assise face à toi, j'ai pas de problème. C'est que je commence à me dire, oui, mais alors attends, parce que demain, il faut que je fasse...
eh bien d'un coup arrivent les tensions et je suis plus dans l'instant et je suis plus avec toi, je suis plus en direct et je suis plus connectée à qui je suis. Alors Maëlle, elle expérimente ça parce que elle est sans arrêt, soit dans le passé, soit dans le futur. Et c'est une grande question. Comment habiter le présent, ce présent qui nous échappe? Parce qu'au moment même où on le nomme, il est déjà plus là. Exactement. C'est le propre de notre vie aussi. C'est soit on vit dans le passé et avant c'était mieux et quand j'ai vécu ça c'était extraordinaire, etc. Soit on vit dans le futur et si. Et si ma société s'écroule, et si mon mari se lasse, si. Et en fait, les et si nous amènent à une torture mentale parce que on a un gros problème avec ça. C'est que comme on n'a pas encore le problème, eh bien on n'a pas de solution. Forcément, il n'y a pas de problème. On se pose des questions, on anticipe des choses qui n'existent pas, donc comme ça n'existe pas, on tourne en boucle. C'est la peur de la peur, quoi. C'est la peur de la peur et notre système intelligent ne peut rien faire à ça puisqu'il n'y a pas de solution à trouver, il n'y a pas de problème. En revanche, quand il y a un problème, dans l'instant présent, on peut le régler. Comment on fait pour revenir à l'instant présent? Alors ça, c'est le gros travail, parce que ça, on nous apprend pas. On nous apprend à anticiper, à être intelligent cérébralement, on nous apprend les mathématiques, la physique, à nous tenir droit, à faire un tas de codes. Mais au final, personne nous apprend à vivre au présent. Donc on est complètement démunis face à ça. D'ailleurs, elle va avoir un mentor, Maëlle. Complètement. Qui va lui apprendre à vivre au présent. Et c'est encore une fois partie de mon histoire personnelle, parce que dans les études que j'ai faites, et dans les métiers, dans la stratégie d'entreprise, tu as toujours 10 coups d'avance, 20 coups d'avance, mais tu sais pas vivre au présent. Et c'est un drame pour la raison principale qui est que tu ne peux plus vivre la joie. Quand tu es tout le temps dans le futur ou dans le passé, moi je suis moins dans le passé mais tout le temps dans le futur, tu peux plus vivre la joie parce que la joie ne se vit que dans l'instant présent. Je vais pas me dire tiens, je vais me prendre un fou rire avec Anne après-demain. Le fou rire, il arrive et puis il est là. Je vais pas me dire c'est tiens, excellent comme exemple ça. Mais c'est ça. Ouais. Je vais pas être en extase devant un lever de soleil que je vais aller voir demain. Non, ça se trouve je serai pas en extase. Donc, tu vois, le vrai sujet, c'est pour vivre l'instant présent, pour vivre la joie plutôt, il faut être dans l'instant présent. Alors, comment je fais? Alors ça a été un énorme apprentissage, et je ne le suis pas toujours. 99%, je ne le suis pas d'ailleurs. Mais le 1%, encore une fois... Ça nous rassure, Maud Ankawa. Oui, mais complètement d'ailleurs, quand on me dit, mais est-ce que tu arrives à mettre en place tous les enseignements? Mais pas du tout. Non, parce qu'après, les gens te prennent ou nous prennent pour des personnes parfaites. Hein, alors là, alors moi, je le dis et je le prône haut et fort, je ne le suis pas. Mais quand je le suis 1% du temps, alors c'est extraordinaire. Et ce 1% vient me ramener davantage ou un peu plus vite qu'avant dans, tiens, il y a un problème, une chose qui me contrarie. Oui, mais attends, Maud. Reste pas 2 jours là-dedans. Tu peux revenir en quelques secondes, en quelques minutes, dans un état de bien-être. Donc, non, je le suis pas tout le temps. Et comment j'ai réappris? Alors, évidemment, ça, c'est le fait de pratiquer. Et là, je vais venir vers un gros mot, hein, il faut être clair, vers la méditation. Et la méditation, c'est quoi? Et là-dessus, j'aimerais vraiment désacraliser les choses. C'est vraiment Fabrice Midal le dit très bien dans un livre qui s'appelle Se foutre la paix. Il le dit, c'est vraiment ça, se foutre la paix. Donc moi, je médite, c'est-à-dire je me fous la paix quelques secondes tous les jours. Et quand on se fout la paix quelques secondes, c'est-à-dire qu'on n'est plus la femme de la salariée ou la dirigeante de l'écrivain pour moi de, etc. Non, on n'est juste plus rien et on a le droit de se foutre la paix, c'est-à-dire de laisser aller ce qui vient. C'est pas ne plus avoir de pensée, c'est pas de réfléchir à, c'est pas d'aller rencontrer Krishna ou je ne sais qui. Non, c'est juste se foutre la paix, c'est-à-dire pendant cet instant-là, j'ai le droit de me foutre la paix. Et dans cet intervalle-là, qui peut durer quelques secondes jusqu'à quelques minutes, parce que finalement ça devient une drogue. Hein. Quand on se fout la paix, vous allez voir que très vite, t'as plus besoin d'aller prendre ton doudou, c'est-à-dire ton téléphone qui va te permettre de te connecter à des réseaux ou ailleurs, de la dopamine, mais puis simplement d'aller laisser évader son cerveau vers autre chose. On revient à soi. Et là, on peut écouter ce qui se passe, ou pas. On se fout juste la paix. Oui. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un état d'être au-delà du mot méditation ou de se foutre la paix. On est vraiment dans un état en fait particulier, et ça peut être de manière statique ou en marchant, parce que toi, tu parles beaucoup des vertus de la marche quand même à travers tes ouvrages, du pèlerin du monde que nous sommes en réalité. Oui, la marche pour moi, c'est aussi une forme de méditation finalement, parce que c'est une connexion à la nature. Et là aussi, on en a tous besoin, même si on s'en rend pas compte parfois. Moi, je m'en suis pas rendu compte pendant des années en bonne citadine. Et puis, on verra ça plus tard. Et puis,
Bon, voilà, un bouquet de fleurs, non. Non, la nature, c'est notre nature, j'allais dire aussi. Nous sommes la nature. Oui, intégrant. On est partie intégrante de la nature. Hein. C'est effrayant de voir à quel point on a pu classifier l'être humain, les animaux, la nature. C'est tellement égotique. Alors, de la même façon, quand j'entends il faut sauver la planète, mais pas du tout. La planète n'a pas à être sauvée, c'est nous qui avons à être sauvés. C'est à nous de faire attention, parce que la planète, elle vit depuis des milliards d'années sans nous, et elle vivra des milliards d'années après nous. Elle secouera un peu ses puces. Et puis voilà, elle vivra différemment, il y aura peut-être plus de chaleur, moins de chaleur, peu importe. La réalité, c'est que elle va survivre sans nous. Nous, pas du tout. Donc, c'est pas la planète qu'on doit sauver, c'est l'espèce humaine. En faisant attention à vivre différemment, etc. Mais donc, tu vois, la nature, c'est vraiment, oui, la marche pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est se reconnecter à soi, se régénérer à travers cette nature. Tout comme les animaux, ce sont des maîtres pour moi. Souvent on me demande, mais t'as rencontré des mentors, des maîtres? Oui, mais tous les jours, à travers mon chien, à travers un enfant, à travers tous les jours, on rencontre des mentors. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Les gens qui viennent à toi. Oui. Les gens qui viennent à moi et tous ceux qu'on croise dans la vie. Tu vas chez le boulanger et d'un coup, tu as un moment de connexion avec un être humain, mais peut-être avec une personne dans la file d'attente qui est un autre être humain. Tout est propice à travailler sur soi et à grandir. C'est comme si le corps, en fait, avait la réponse, avait des clés. Ah oui, tellement. Parce que là, Maëlle, dans Kilomètre Zéro, le corps vient la chercher, vient la choper, j'allais même dire. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de, elle n'a plus le choix, quoi, parce que c'est lui qui va à un moment donné prendre le relais. C'est très juste ça, parce que moi je me suis rendu compte qu'en marchant, et alors en marchant dans l'Himalaya, encore plus, parce que non pas qu'il faille aller dans l'Himalaya pour ressentir ça, mais dès qu'on fait un effort physique, le corps naturellement se fissure, au sens de... Quand je dis le corps, c'est plutôt, je devrais dire, l'ego finalement. C'est pas du tout le corps, c'est plutôt la carapace se fissure. C'est-à-dire qu'on va tellement aller chercher des ressources en nous. Moi, je suis partie, j'étais pas vraiment entraînée, donc des courbatures des cheveux jusqu'aux doigts de pied. J'ai découvert, voilà, des courbatures de corps. cheveux. Ça, c'était des courbatures de cheveux. Tu vois. Ça, c'est mon J'avais mal partout, quoi. Tu vois, j'avais mal partout jusqu'à la dernière cellule. Et donc la carapace se fissure parce que finalement, dans cette vulnérabilité, eh bien, on peut plus essayer de tenir notre ego se fissure et dans l'effort physique, effectivement, on va aller connecter des choses en nous à travers le corps, parce que le corps sait, le cœur aussi. Quand je dis le cœur, c'est les émotions qui sont une boussole absolue. Nous indiquent le chemin. Là où moi j'ai vécu ma vie dans mon cerveau, quoi. Ouais. Cette histoire d'ego, c'est quand même particulier parce qu'à la fois, évidemment, on en a beaucoup parlé, à la fois toi et moi, toi dans tes ouvrages, moi dans les émissions, mais quand même pour revenir dessus, à la fois il est une boussole incroyable et aussi un capitaine formidable quand on en a besoin. Et en même temps, quel corps de souffrance cet ego chez nous, hein. C'est une espèce de paradoxe. Oui, parce que il prend la télécommande, il nous fait faire un tas de choses de par nos blessures. Il nous fait croire qu'il nous protège et en réalité, eh bien, on est un peu dépendant de lui. Mais en même temps, dès qu'on comprend qu'il y a deux portes et qu'on se pose la question de qu'est-ce que dirait l'amour, l'ego saute tout de suite parce qu'à la seconde où on met de la lumière, eh bien, moi j'appelle l'ego mon caniche. Mon caniche, j'adore les caniches, mais pour autant c'est un chien qui aboie tout le temps. Et puis qui nous fait une tête un peu au carré. Mais c'est un chien très intelligent. Alors moi je dis à mon caniche, retourne à la niche et là je m'occupe de... Oui, mais tu vas pas y arriver. Je vais essayer. Toi tu vas à la niche, tu lui donnes un os et tu le mets de côté. Tu lui parles comme ça ? Ah, je lui parle. Oui. Je lui parle parce qu'il intervient tout le temps. 99% du temps, l'ego veut prendre le dessus. Mais non, tu veux écrire un autre livre ? Ah oui, attends, c'est pas parce que t'en as écrit 3 que tu vas en écrire un 4e. Tu sais comme c'est dur pour toi, tu vois les sacrifices que tu fais, etc., etc. On risque de se répéter. Enfin bon, il y a tout ça qui papote à l'intérieur de nous. de voix qui n'est autre que notre ego. À la seconde où je me pose la question de mais qu'est-ce que dirait l'amour ? Rappelle-toi pourquoi t'écris, Maud. Si un mot, une phrase fait du bien à une personne, alors t'as raison de continuer. Et là, d'un coup, l'ego, il a la niche. Le caniche, il est rentré à la niche. Tu vois, il n'y a plus d'argument pour lui. Je sais pas si je vais y arriver, mais à ce moment-là, j'essaye. À ce moment-là, j'ose. Tiens, je voudrais parler à un tel. Moi, souvent que les gens me disent « Ah ben oui, j'ai pas osé vous aborder. » Mais osez. Parce que c'est sûr qu'en n'osant pas,
on se parlera jamais. Si à l'inverse vous osez, eh bien forcément il y a une chance, peut-être pas toutes les chances, parce qu'évidemment, je le dis, je reçois des centaines de messages, je peux pas répondre à tout le monde, mais c'est sûr qu'en ne m'écrivant pas, il y a aucune chance. Il se passera rien. Ouais. C'est sûr que si j'ose pas t'aborder, je pourrai jamais te parler. Donc c'est ça le sujet, c'est l'ego nous ramène à nos blessures, mettons-le de côté, il est là, il s'agit pas de le bannir ou de le tuer, j'entends, mais comment on tue notre ego? Jamais de la vie. On vit avec, mais si on prend un peu de distance, on se rend compte qu'il nous raconte quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, une autre manifestation, un autre visage de cet ego, qui entraîne de la souffrance, ce sont les attentes qu'on imagine et les projections vis-à-vis des autres. Là, dans l'exemple que tu viens de donner, c'est tout à fait parlant, c'est-à-dire, je vais pas lui écrire, elle me répondra jamais. Donc, on se fait le film de ce qui va se passer encore une fois. On est vraiment dans cette projection. Complètement. Et donc ça, Maëlle, elle le réalise pendant son voyage, que en fait, elle est toujours dans une forme d'injonction, mais qui prend souvent racine très tôt dans nos histoires. Oui, et puis alors il y a effectivement ça, et puis des fois c'est des micro-blessures. Je le disais, une personne qui souffrait d'abandon et elle me dit mais moi j'ai pas eu de grosses blessures, mais parfois c'est des micro-blessures. Je vais parler avec Lise Bourbeau sur cette blessure d'abandon qui disait des fois vous avez des enfants, plein de gens ont des enfants, et par gentillesse vous allez chez des amis. Vous mettez votre enfant en sécurité dans la chambre de vos amis. Maintenant, il y a les baby calls, etc. Puis l'enfant se met à hurler parce qu'il s'est réveillé vers 10h pendant que nous, on est tranquillement en train de dîner avec nos amis. Donc très vite, on va dans la chambre. Ça va, mon chéri, ça va, ma chérie. Mais l'espace entre le moment où l'enfant se réveille, ne connaît pas l'endroit, voit, puisque vous avez laissé une petite lumière, etc., des odeurs qu'il connaît pas, etc., eh bien, il crée une blessure d'abandon. En quelques secondes. Je parle d'un enfant de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Pour vous, et pour l'enfant, il s'est jamais rien passé de grave. Au contraire, vous avez accouru tout de suite, vous avez fini votre phrase et vous êtes allé le voir en quelques secondes. Mais les quelques secondes créent cette blessure. Donc parfois, c'est pas forcément des drames de nos vies. C'est pas forcément le père qui est violent, la mère ceci. Non, c'est simplement qu'on crée des micro-blessures. Et dans ces micro-blessures, on va générer des fonctionnements. Et donc forcément, eh bien, retourner à soi et à ses blessures, c'est ce travail qui est à faire, ce chemin qui est à faire et qui nous condamne une grande partie. Et on a l'impression que l'ego ne fonctionne qu'à travers ça. Et c'est vrai. Combien de personnes, parce qu'ils ont vécu une relation difficile, amoureuse, se disent non, moi l'amour c'est plus pour moi. Bien sûr que si, l'amour. Oui, mais moi j'ai le cœur brisé. Non, c'est impossible. Le cœur ne peut pas se briser. Sinon on serait mort. Alors oui, on a l'impression, et l'ego nous fait croire que, mais non, toutes les femmes sont ceci, ou tous les hommes sont comme ça. Non, on a vécu une histoire difficile, mais on peut s'en sortir, on peut continuer, et heureusement. Et moi, quand j'ai compris que le choix m'appartenait, que je pouvais revenir responsable de ce qui m'arrive, alors tout était possible. Oui. Quand on délègue ça à l'autre, on disait, oui, non, mais j'ai souffert à cause de l'autre, eh bien, on lui donne tous les pouvoirs. Donc, moi, je peux plus rien faire de ma vie parce que s'il ne revient pas, si elle ne revient pas, je serai toujours malheureuse ou malheureux. Donc, non. Le vrai sujet, c'est quand on se rend compte qu'on peut reprendre la télécommande et se responsabiliser dans notre vie, alors tout est possible. Oui, je discutais il y a pas longtemps avec une très chère personne qui disait mais moi je me suis sentie en fait abandonnée déjà dans une relation. J'ai l'exemple de mes parents qui se sont séparés, j'étais très jeune et finalement pour moi le couple, in fine, même s'il y a le grand amour au départ, est forcément voué à l'échec, même si j'aimerais que ce soit autrement. Et on voit bien, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais comme ces croyances, même si on les conscientise, même si parfois on les chemine, ont la vie dure et nous font peur. Alors voilà, est-ce que chaque jour, ça veut dire qu'il faut qu'on se remette en disant l'amour ne veut pas ça quelque part. Enfin, c'est une drôle de formule, mais en tout cas, que ferait l'amour ? En fait, tu dois en voir arriver des dizaines chez mais bien toi sûr, en mais séminaire. Mes propres peurs aussi. En séminaire, je le vois tous les jours, de gens qui ont même parfois plus d'espoir ou qui sont perdus, même simplement pour changer de voie. Parfois, on dit mais moi je ne connecte pas ce qui est juste pour moi ou quel est mon désir. Quel est mon désir. Voilà, je sais plus. Je suis et c'est pas des gens qui sont forcément très malheureux. D'ailleurs, ils me disent bon, voilà, mais moi j'aimerais trouver mon excellence et finalement je la trouve plus.
pour aller connecter ça, je crois que oui, ces blessures-là nous tronquent la réalité et nous font croire que c'est plus pour nous. Mais c'est un chemin et ça se fait pas en claquant des doigts. Mais au final, c'est pas si compliqué non plus, parce que c'est pas en se rabâchant que bon bah ça va aller mieux, que ok j'ai été abandonnée, mes parents etc. Que je vais y arriver beaucoup mieux. Ni même en me répétant ça, parce que le propre de l'être humain, c'est aussi de se rappeler et de se trouver des excuses. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité. Et ça, je vais parler de mon expérience, parce que moi, bien souvent, bah oui, mais bon, ça c'est la faute de mes parents, ils ont pas fait ci comme ça. Et on a toujours une bonne excuse pour expliquer qu'on n'y arrive pas. Et moi, je l'ai fait pendant des années. Une forme de victimisation. Une forme de victimisation, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça. Alors, comprendre, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Et c'est le propre d'ailleurs des séminaires que je fais, et quand je l'explique, c'est comprendre, c'est déjà un premier pas. Mais ça change pas notre système d'évitement. Tant qu'on ne défiche pas dans le corps ce qui est en train de se passer, tant qu'on ne comprend pas notre émotion profonde et la fixation dans le corps, il se passera rien. On comprendra, oui, je sais pourquoi je me suis sentie abandonnée, parce que mes parents ceci. Moi, en l'occurrence, je suis arrivée un peu vite après mon frère. On va dire les choses comme ça. Donc, on a 13 mois d'écart, ce qui est un cadeau unique pour nous deux, mais c'était un peu rapide pour mes parents. Non pas qu'ils voulaient pas un deuxième enfant, mais bon, je suis arrivée un petit peu rapidement. Presto, quoi. Voilà, un peu rapidement. Donc, c'était un peu le drame pour eux. Ils étaient jeunes, 2 enfants, ça fait quand même beaucoup. Et moi, j'ai fixé ça dans le corps, inconsciemment évidemment. J'ai appris bien plus tard que, finalement, j'étais un peu arrivée rapidement, non pas par mes parents, mais par des membres de la famille, pourtant bienveillants, mais voilà. Donc moi, ça a été un traumatisme. Ah bon, je suis pas désirée. Je suis pas désirée. Finalement, mes parents m'aiment moins. Mon frère était désiré, pas moi, etc., etc. Et donc, ça crée des traumatismes. Alors, évidemment, à 50 ans, je peux tout à fait comprendre que quand un deuxième enfant arrive un peu vite, c'est compliqué. Et puis, on a des problèmes financiers. Et puis, bon. Mais en tant qu'individu, il m'a fallu des années pour déconstruire. Déjà, pour le savoir, parce que je savais pas d'où venait le problème. Je sentais bien que j'avais un malaise, etc. Mais je ne savais pas d'où venait le problème. Jusqu'au moment où j'ai compris intellectuellement que oui, voilà, finalement j'étais pas désirée, donc je suis peut-être pas aimable au sens de pouvoir être aimée, etc., etc. Donc ça a été tout un cheminement. Et évidemment qu'intellectuellement, quand je l'ai appris vers 35 ans, je comprenais intellectuellement qu'on pouvait se poser cette question oui, et finalement, est-ce qu'on va me garder, est-ce qu'on va pas me garder? Je pouvais comprendre que des adultes puissent se poser cette question. Tu voyais bien le mécanisme. Je voyais bien, moi-même, en tant qu'adulte, j'aurais pu me poser cette question, si ça m'était arrivé, etc. Mais en tant qu'individu, là, so what, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je suis mal, je me sens pas aimée, je me sens peut-être pas aimable. Il va falloir que je redouble d'efforts pour faire ma place, etc. Ce qui m'a permis ce cheminement, pourquoi j'ai travaillé si dur dans mes études, travaillé si dur pour gagner de l'argent, pour être aimée. Je le regrette pas aujourd'hui, mais à quel prix? Ouais, ça touche à ce regard de reconnaissance qu'attend le nourrisson ou le bébé en devenir. Et là encore, on est dans ce schéma de j'ai rien vécu de dramatique, profondément dramatique, si on regardait de l'extérieur et si on voit ce qui se passe dans le monde. Mais après, en tant qu'individu, il y a un vide abyssal à remplir. Et c'est ça dont on parle. C'est d'aller connecter ces blessures qui peuvent paraître anodines pour d'autres, mais qui sont abyssales pour nous. Et tu le dis bien, ton mental, ton intellect l'a compris, mais il y a quelque chose qui s'est enquisté dans le corps. Et donc, comment, en fait, après, aller dénouer cette tension? Alors là, je crois que pour ce type de traumatisme, quand même, il faut aller travailler sur soi. C'est difficile de s'en sortir seul. Moi, j'ai vraiment travaillé sur moi. J'ai mis en place, d'ailleurs, des méthodes sur le corps pour aller défiger dans le corps. Parce que sans ça, j'allais dire, il y a un truc en nous qui reste et on est tout le temps dans ce système d'évitement et c'est pour ça qu'on reproduit les mêmes schémas. C'est pour ça que j'entends des gens qui me disent mais non mais moi j'ai souffert dans une relation sentimentale, j'ai plus envie de souffrir. Pourquoi on ne veut pas repartir pour ces gens-là dans une relation sentimentale? Parce que ça a été tellement douloureux de vivre l'abandon ou de vivre ces schémas de trahison ou d'injustice. Lise Bourbeau le dit très bien dans Les 5 blessures de l'âme. C'est tellement abyssal que non, tu sais quoi, je préfère ne plus tomber amoureuse comme ça, au moins. Je suis pas heureuse, mais c'est pas si dur que ce que j'ai vécu. C'est moins pire, on va dire. C'est moins pire, exactement. Eh bien non, on mérite ce bonheur-là, et ça nécessite de le travailler, de se faire aider, de se faire accompagner, de pas rester seul là, parce que c'est normal. On n'est plus autant de si on va voir quelqu'un, c'est qu'on est malade psychologiquement. Non, on a tous des blessures à travailler,
Et le plus on est accompagné, le plus vite on est accompagné, le plus vite on s'en sort. Tu peux nous partager d'ailleurs peut-être une ou deux voies corporelles, psychocorporelles qui a fonctionné pour toi. Voilà, après peut-être ça fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre, mais simplement pour illustrer. Alors moi j'ai été aidée, vraiment aidée dans le corps aussi par une méthode qui s'appelle la somatic experience. Il y a un livre qui s'appelle sortez le titre qui est en... J'ai pas le titre exact, mais si vous tapez somatic experience, peut-être tu pourras le mettre en commentaire. Ouais, tout à fait, on le mettra en référence. Qui parle de le tigre est en vous. Ce livre m'a beaucoup aidé, simplement parce que il permet de prendre cette distance et avec ce qui se passe et d'entrer dans le corps. Pourquoi entrer dans le corps ? Parce que le corps sait. À chaque fois qu'on a mal quelque part, aujourd'hui, moi, c'est devenu même une bible d'aller chercher. Aujourd'hui, il y a plein de sites qui le font, et notamment LPE, où vous pouvez aller chercher la douleur qui est associée à ce que vous êtes en train de vivre. Ah bah tiens, j'ai mal au petit doigt, allez chercher sur Internet ce que ça veut dire. Vous allez voir, c'est extraordinaire de voir comme le corps connaît le problème. Et le corps est le premier élément. Le problème, c'est qu'on l'écoute pas. On l'écoute pas, c'est ce qui crée des drames, ce qui crée des maladies. Moi, je suis passée X fois sur le billard, j'ai même fait un arrêt cardiaque. Enfin bon, tout simplement parce que je n'écoutais pas le corps. Donc oui, le corps sait, et ça vaut le coup d'aller prendre du temps et d'apprendre presque autant de temps que tout ce qu'on nous apprend à l'école. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une matière sur le corps. Il y a les mathématiques, la physique, il devrait y avoir matière sur le corps, matière de compréhension du corps, des émotions, matière de compréhension des émotions. Parce que pour moi, quand on aligne la tête, donc la compréhension, les émotions et le corps, même si tout est très lié, on est au bon endroit. Tu es très à l'écoute maintenant et tu conseillerais les personnes qui te rencontrent aussi en séminaire ou avec qui tu marches sur le chemin de Compostelle, tu es dans cet apprentissage de quel signe, à un moment donné, je peux être à l'écoute de quel signe pour me dire attention, là, ça cherche à me parler. Et je dis ça cherche et je dis pas le corps cherche à me parler, parce que c'est aussi la vie qui circule et aussi l'amour qui nous envoie, qui est messager. C'est une boussole absolue et le simple fait, c'est très simple de commencer à se dire tiens, je me tais, j'inspire, je souffle et je me pose une seconde, quelques secondes et je scanne mon corps. Et là, très naturellement, je vais peut-être voir que je commence à avoir une petite tension dans l'épaule. Tiens, si l'épaule avait une voix, qu'est-ce qu'elle aimerait me dire ? Et là, tout de suite, je parle de cette expérience parce que je l'ai fait, par exemple, hier, j'étais en train d'écrire et j'ai senti cette tension. Donc là, je me rappelle une expérience que j'ai faite hier. Et en écoutant cette tension, je me dis, tiens, ça m'a ramené à une espèce d'insécurité qui est... je mets cette tension, enfin, je mets la conscience sur cette tension et ça me rappelait cette insécurité de pourquoi là j'écris si tard alors que j'ai déjà eu une dure journée. Je n'écoute pas mon corps qui est en train de me dire oui, mais ça me rappelle cette insécurité que je pouvais avoir. Ok, je respire et là je vais peut-être aller me coucher finalement un peu plus tôt que ce que je n'avais à faire. Oui, mais demain t'auras pas le temps de... Oui, ok, mais là mon corps est en train de me dire stop. Donc je vais me coucher. Merci, ça m'a fait du bien d'ailleurs ces quelques secondes, tu vois. Moi, dans mon omoplate arrière, là, je me suis dit ah oui, tiens, elle a raison. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait une tension que voilà. Et là, si tu vas écouter ton omoplate, quand tu auras peut-être une minute, en tout cas, je te conseille et je conseille à tout le monde de prendre cette minute parce qu'il a un message pour toi. Qui est peut-être que effectivement de la fatigue, qui est peut-être tiens j'ai pas dit ça à mon collègue ou à et puis finalement je sais plus comment lui dire et je suis gênée. Mais tu vas voir qu'à chaque fois, enfin en tout cas vraiment je vous invite à faire cette expérience. À chaque fois, la petite voix sait, la petite voix du départ de notre entretien sait. Tiens, juste écoute. Oui, mais bon, je sais pas comment je vais pouvoir lui dire ça. Justement, qu'est-ce que t'aimerais lui dire ? Et même si vous le faites pas, le simple fait de mettre de la conscience va faire que c'est au bon endroit et que ça va démystifier quelque chose. Oui. D'ailleurs, Maëlle, pour revenir à Kilomètre Zéro, la bande dessinée, dit, tu parles du lien corps-esprit, chaque pensée crée une chimie et chaque jour tu choisis quelle chimie t'habite. Exactement. Parce que la chimie,
c'est aussi tout ce qui se passe dans notre corps à travers nos émotions. Si tu as, par exemple, si tu te mets en colère, eh bien, immédiatement, tu as un tas de molécules, d'hormones qui vont faire que, d'ailleurs, on sait analyser une larme. On sait dire qu'elle vient de la colère, de la joie, de la tristesse ou de la peur. C'est fou. Pourquoi ? C'est finalement assez simple d'explication. C'est que la chimie n'est pas la même quand on l'analyse. Tu vas avoir davantage d'adrénaline dans une larme de joie ou d'excitation que tu vas avoir toutes ces hormones, ces molécules qui vont se mélanger dans une proportion particulière à la colère, particulière à la tristesse. Donc c'est très très mathématique. Hein. Enfin c'est pas perché. Hein. C'est vraiment physiologique. C'est physiologique, exactement. Ouais. Comment on peut transformer ou en tout cas accueillir peut-être la crise que nous vivons en initiation ? Parce que là, Maëlle, elle va vivre une crise, comme toi, tu as vécu une crise. Tu as parlé de crise cardiaque en plus tout à l'heure. On vit tous ces moments de vie où à un moment donné, on est à un moment de bascule. On sent bien que rien ne va plus. Ça commence à pédaler dans la choucroute. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans un mindset, dans un état d'esprit où on se dit c'est une opportunité. Tout va mal. Et pourtant, là se trouve l'enseignement, bien souvent. Alors c'est vrai... Et c'est vrai que je ne pourrais que conseiller de s'y mettre avant d'aller mal, parce que c'est beaucoup plus simple de s'y mettre par petits morceaux, par petits bouts, que quand tout va mal, et voire même quand on est en burn-out ou même en dépression, bah c'est beaucoup plus difficile déjà de se lever de son lit, puis de se dire déjà je vais réfléchir, j'ai même plus les capacités à réfléchir. Donc j'allais dire, moi de la même façon j'ai fait une crise cardiaque, bon on est en capacité de rien, hein, on a fait une crise cardiaque, on est mort, hein, donc on n'est plus en capacité de quoi que ce soit. Donc, j'allais dire, le plus tôt on s'y met, le mieux c'est. Après, il y a aussi ce schéma mental hein, de notre caniche qui nous répète aussi que tout va mal. Mais tout va pas mal. Moi, j'aurais pas voulu vivre au temps du Moyen-Âge. Tu dis quelque chose, tu te prends un coup de massue, ou tu te prends un coup d'épée, ou tu vois, donc... Ça, c'est Bernard Werber qui dit ça aussi. C'est intéressant parce qu'il dit, finalement, quand on étudie l'histoire, on se dit qu'on est bien content d'être là maintenant. D'être en 2025, tu vois. Moi, j'aurais pas aimé vivre sous plein de régimes, Donc, tout va pas mal. Je dis pas que tout va bien non plus, mais tout va pas mal. Après, encore une fois, c'est des prises de conscience. On parlait, oui, mais d'accord, mais la planète, regarde... Non, encore une fois, c'est pas la planète, c'est nous qui sommes en danger, je suis d'accord. Mais ramenons à notre responsabilité. Et après, c'est un peu comme face à la montagne, hein, c'est un peu Maëlle face à l'Himalaya. Le but, c'est pas de se dire, je vais sauver l'intégralité des choses. Mais à l'image du colibri, un petit pas après un autre, une petite chose que je peux changer, un petit millimètre que je peux gagner, ben c'est pour toujours. Donc, restons vraiment sur ce chemin de se dire, bah tiens, ça, moi, ça me fait du bien. Et comme ça me fait du bien, eh bien, j'avance dans ce chemin-là. Et beaucoup me disent, oui, d'accord, mais moi, tu vois, je travaille sur moi, et puis j'avance, et puis autour de moi, moi, je suis plus bien parce que les gens autour de moi travaillent pas sur eux. Bah oui, mais enfin, en même temps, ils ont pas signé pour que tu travailles sur toi non plus. C'est clair. Souvent, on me dit, oui, mais mon mari ou ma femme, elle travaille pas sur elle, donc ça nous sépare. Oui, mais bon, quand il ou elle t'a rencontré, tu travaillais pas sur toi. Donc, encore une fois, travaillons sur nous, éclairons notre chemin, et puis n'essayons pas de changer les autres. Parce qu'ils vont voir que tu te sens bien, alors ils auront envie de te suivre. Mais c'est pas, oui, ben moi j'ai travaillé sur moi, maintenant à toi de travailler sur toi, parce que sinon on va pas continuer ensemble. Non, ça fonctionne pas. Ouais, puis il y a une forme de toute puissance finalement aussi. Et on sait que tout ça c'est systémique, c'est-à-dire que ce sont comme dans les constellations, c'est-à-dire quand je bouge, le système bouge. Exactement. Donc et commençons de fait, par les soi. autres. Ouais. Nous bouge avec nous, mais je pouvais faire aussi cette erreur hein, on voit bien que chacun son chemin, et c'est pas parce qu'on fait pas de développement personnel ou qu'on lit pas de livres de développement personnel ou qu'on n'écoute pas des podcasts ou autres qu'on n'avance pas, on avance sur son chemin, et ça c'est juste. Et il y a bien des gens qui avancent ou qui comprennent des choses plus rapidement que des gens qui vont faire des années de développement personnel et qui finalement ont l'impression de tout avoir compris. Et encore une fois, on en est qu'au début. Ouais, donc c'est ça. Tout va bien avec ça. D'ailleurs, Maëlle dit, le bonheur est un voyage, ou je sais plus quel personnage, oui. Pas une destination. Qui dit ça déjà dans la BD ? Dans la BD, c'est Chanty. C'est Chanty, c'est son mentor. C'est son mentor, Ouais. hein, c'est le guide. Ouais. Évidemment, le bonheur, c'est vraiment un chemin, c'est un apprentissage, c'est pas une destination. D'où le titre, hein, Kilomètre Zéro, qui
qui veut dire l'instant où tout commence et tout finit au même moment. C'est-à-dire que c'est l'instant présent. Hop, je claque des doigts et déjà la seconde, il faut la rendre pour vivre celle qui arrive. Donc c'est tout le temps une addition. Notre vie, c'est une addition de chaque seconde et non pas le plus tard. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellée plus au début de notre entretien. J'aimerais peut-être que tu l'éclaires, revenir dessus. Tu as dit, à un moment donné, chaque pas qu'on fait, c'est quelque chose de gagné. Et parfois, je sais plus comment tu l'as formulé. Et en même temps, parfois, on peut avoir le sentiment que oui, on avait l'impression que ça y est, on l'avait compris. Et puis ça vient nous rattraper. Et à nouveau, on se dit, ah ben non, en fait, c'était pas gagné tant que ça. Oui, merci aussi pour cette question, Anne, parce que ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et tous. On croit avoir dépassé, et puis d'un coup, ça nous rattrape. Et encore une fois, tout va bien avec ça. Parce que la vie nous challenge gentiment pour nous ramener à retravailler. Imaginez qu'on peut dépasser juste en lisant une phrase ou en ayant un déclic, ça fonctionne pas. Et c'est pas grave. Au contraire, imaginez qu'on puisse être un grand chef cuisinier parce qu'on a fait une recette et une fois, c'est pas possible. On l'a peut-être réussi la première fois, ça a peut-être été un petit coup de chance la première fois, mais c'est l'apprentissage qui fait que parce qu'on va se brûler, parce qu'on va se couper, parce que aucun chef cuisinier au monde ne s'est pas brûlé, ne s'est pas coupé et continuera à le faire. Eh bien, c'est pareil en développement personnel. Faire du développement personnel, c'est mettre de la conscience sur ce qui nous arrive. Et parfois, la vie va nous challenger. Attends, t'es sûr d'avoir compris? Alors attends, je t'en mets une petite dose en plus, et puis tu vois, tu testes, tu pratiques, et c'est dans cette pratique qu'il se passe quelque chose. Et le vrai succès, c'est pas de l'avoir dépassé. En tout cas, pour moi, c'est pas ça. C'est de se dire, avant, je mettais 3 jours à revenir à moi, 1 semaine, 1 mois, 10 mois, 1 an, j'arrivais pas à pardonner ça, il m'a fallu 10 ans pour pardonner. Et maintenant, quand il m'arrive quelque chose, parfois en 1 heure, c'est réglé. Ça, c'est le succès pour moi. De me dire, j'y arrive pas toujours. Déjà, j'ai mon système de défense qui est en première ligne. Mais c'est pas grave. Maintenant, je mets beaucoup moins de temps à revenir à moi et à cette joie qui m'habite. Et ça, c'est gagné. Et pour moi, la réussite, elle est là. Je ne crois pas qu'un maître au monde, que ce soit le Dalai Lama et autres, d'ailleurs, il le prône très, très clairement, ouais. Il tombe dans le panneau, il le dit, je tombe dans le panneau tous les jours. Mais par contre, il y a des clés qui lui permettent, des fonctionnements qui lui permettent de revenir à lui beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est très juste. Et ça, c'est en ça que je vois la différence. Et d'ailleurs, moi, dans ce titre extraordinaire de Kilomètre Zéro, j'entends aussi cette humilité du reset permanent. Oui, qui est aussi cet apprentissage de l'humilité, c'est-à-dire, je croyais que, et à un moment donné, ça me ramène à mon humanité et à mon humilité aussi. Exactement, c'est ça. On est ramené à ça tout le temps, et à notre vulnérabilité. C'est dans cette vulnérabilité que finalement, on peut se retrouver complètement. Pourquoi ? Parce que connecter ses émotions, comme on n'est pas habitué, on sent, d'ailleurs, c'est bien le problème, hein, non mais il faut pas pleurer, il faut pas avoir peur, il faut pas ceci, il faut pas cela, comme si c'était être faible. C'est notre croyance d'ailleurs, moi ça a été ma croyance pendant des années, c'est pour ça aussi que je ne connectais pas mes émotions, il fallait les mettre de côté, surtout pas les connecter parce que ça nous ramenait à une faiblesse. C'est pas vrai. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu une crise cardiaque. Parce que en écoutant... Tu avais quel âge ? J'avais, c'était en 2012. En 2012, je suis de 71. Alors, je dis toujours, j'ai 55 ans maintenant, mais c'est pas ça. Donc, 71. Dès que je passe par tranche, donc. Ouais. Mais j'avais une quarantaine d'années. Oui. J'avais une petite quarantaine d'années, parce que j'ai vendu en 2000. Oui, c'était, je devais avoir 41 ans. Et donc, effectivement, le fait d'écouter ses émotions, le fait d'avoir peur maintenant, j'avais peur de pas grand chose avant, bien d'avoir reconnecté avec ma peur, ça m'a permis de reconnecter avec mon corps et donc de l'écouter. Et depuis, je touche du bois, j'ai plus jamais eu de problème de santé. Donc, effectivement, cette vulnérabilité, c'est ce qui nous amène à écouter. Si j'entends pas l'alarme qui hurle, et c'est pas agréable d'entendre une alarme qui hurle, hein, tu entends ta maison qui hurle, mais c'est pas agréable. Mais si tu l'entends pas, tu laisses aller tout ce qui arrive. Si tu l'entends, tiens, il y a un problème, j'éteins l'alarme et je vais régler le problème.
Je vais avoir une vigilance, je vais faire le tour de la maison, je vais poser une action juste. Si j'entends pas, je continue au risque d'avoir un problème. J'adore tes métaphores parce que c'est très parlant. Enfin, je sais pas, vous qui nous écoutez, ce serait intéressant que vous nous partagiez par rapport aux métaphores de Maud, mais ça paraît tellement évident quand on se dit, il y a un feu qui couvre quelque part. Je ne reste pas sans rien faire. J'entends un signe, un message. Si l'alarme hurle, je peux appeler les pompiers, exactement. Ouais. Et en tout cas, je vais, pour parler du feu, si l'alarme hurle parce que le détecteur s'est mis en route, tu vas peut-être arrêter d'écrire si moi j'écris à ce moment-là, et puis tu vas faire le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas un problème. Puis s'il n'y a vraiment pas de problème parce que c'est juste un détecteur, on va l'éteindre tranquillement. Mais le vrai sujet, il est là, et dans le corps, c'est pareil. Le corps n'hurle pas jusqu'au moment où on n'écoute pas, il sonne de plus en plus fort, jusqu'au moment où la bonne santé s'exprime, c'est-à-dire qu'on tombe en maladie. La maladie, c'est la bonne santé qui s'exprime. C'est le mal qui est en train de dire quelque chose. C'est la bonne santé qui est en train de nous avertir qu'il y a un dysfonctionnement. Ouais. Toi qui as plus de 7 ans de retour de tes lecteurs, de tes ouvrages, je le disais, plus de millions d'exemplaires vendus. Là, donc on parle pas d'un petit phénomène littéraire. Est-ce qu'il y a quelque chose de tes enseignements qui revient quand même de manière majoritaire, comme ça, que les gens te font? Oui, l'histoire des deux portes, c'est fondamental. Comprendre que l'ego contrôle notre vie et que on lui laisse l'intégralité de notre télécommande, et il agit. Tiens, là, tu dois avoir peur. Allez, hop, sois agressif. Tiens, lui, t'as dit ça. Tiens, mon collègue me dit j'aime pas ta veste. Et pourquoi je me sentirais agressée? Il a le droit de pas aimer ma veste. Il a le droit de pas aimer mon t-shirt. Pourquoi je devrais me sentir agressée? Oui, moi, j'étais de bonne humeur. Lui, j'arrive au bureau, il me balance ça. Tu comprends bien que il commence à m'énerver. Non, en fait, que dirait l'amour? Je suis désolée, j'ai pas mis cette veste pour te faire de la peine, mais j'avais envie de la porter ce matin, je voulais pas. Immédiatement, quand on agit comme ça désarme l'autre. Parce que lui aussi va connecter l'amour à ce moment-là, ou elle, bien sûr, elle ou lui. Simplement, on ne va pas être d'égo à égo. Donc moi, ça a été une révolution dans ma vie, et c'est vraiment le message principal de ce livre, qui est apprenons à vivre avec notre système de défense, qui nous fait faire des choses, ou qui nous fait dire ou penser des choses qui, 99,9% du temps, nous font du mal, nous frustrent, nous isolent. Et dès qu'on change notre façon de penser, alors on peut retrouver une paix intérieure presque tout le temps. Sans pour autant, j'imagine, tomber dans une vision un peu dualiste de il y a le mal en moi, il y a le bien, et je vais absolument chercher à éradiquer le mal, parce que jamais. On est ombre et lumière, donc évidemment on va essayer. Et puis d'ailleurs, il faut pas éradiquer. Éclairer, ouais. Et il n'y a pas de mal même. J'irais même au-delà. L'ego, c'est pas le mal. C'est un système d'action, un système automatique. Le vrai sujet, c'est pas de l'éradiquer ou de réduire ça. C'est un système de survie de la blessure, on pourrait dire. Oui, de survie tout court. Mais le vrai sujet pour moi, c'est pas l'éradiquer. C'est qu'est-ce que je souhaite dans la vie. Si c'est être en paix, alors je vais travailler ça et je vais calmer mon système de défense. Mais c'est ni mieux ni moins bien. Il y a des gens, et moi-même, il y a des moments où il y a un événement qui me met en colère. Je me dis pas, non, mais vite, il faut que je revienne à moi. Non, je suis dans mon ego et j'ai envie d'y rester. Je reste le temps que je veux. Et c'est normal et c'est sain. Mais par contre, je sais que si je reste trop longtemps, je me fais du mal à moi. Et c'est toute la question. Est-ce que je veux continuer à me faire du mal à cet instant-là? Non, j'ai besoin de me revenir dans ma paix parce que c'est ça qui me fait du bien. Ah, ok, alors tu connais le chemin. Mais c'est ni mieux ni moins bien. Des gens qui sont agressifs, c'est ni mieux ni moins bien à partir du moment où ils m'agressent pas physiquement. J'allais dire, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est ni mieux ni moins bien. Physiquement ou verbalement, ça peut avoir verbalement au sens, psychologiquement, etc. Ouais. Je peux immédiatement, mais on voit que dans 99% des cas, et là je mets bien un bémol sur 1% des cas, parce qu'il y a des choses très graves, et ça je vais pas les traiter, et sûrement pas en une heure. Mais 99% du temps, on se laisse envahir par des choses qu'on pourrait éviter. Le collègue doit, oui, mais j'aime pas trop ta veste, t'aurais mieux fait de mettre, tu vois, la robe d'hier. Écoute, non, moi j'avais envie de mettre ça aujourd'hui et c'est mon droit, mais je suis pas obligée de l'agresser. Qu'est-ce qu'elle a cette veste? Elle est très bien. Elle est très belle en plus, ma veste. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que oui, mais moi j'aime pas quand tu mets ça. Écoute,
écoute, voilà, moi ça me faisait plaisir, mais je retiens que tu aimes particulièrement cette robe. Et ben peut-être une autre fois, je te ferai plaisir. Mais là aujourd'hui, moi je suis de bonne humeur. Et puis voilà. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on désarme l'autre et qu'on sort de l'ego, et bien l'autre. Donc ça c'est un des thèmes majeurs de ce livre. Et puis la connexion à soi. Enfin, je crois que la connexion à soi, aux autres. Il y a des thèmes qui... Oui, la rencontre avec l'intériorité. Enfin, on parle que de ça. Hein. Forcément. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission, Maud Ankawa. Merci infiniment d'être qui tu es, de nous montrer aussi ces voies de transformation. Et je le rappelle, à travers l'amour, hein, qui est finalement certainement l'unique voie possible pour nous humains. Alors, pour continuer à cheminer, je vous recommande chaleureusement. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette bande dessinée et puis le livre, évidemment. Mais j'ai eu l'occasion de l'avoir en avant-première à la maison pour préparer cette interview. Et j'ai vu comme mes petits lutins aussi chez moi, mes grandes lutines, mes filles se sont jetées dessus. Et l'appétence, en fait, à travers ces dessins, je crois qu'aussi pour peut-être les jeunes générations, c'est une autre manière de transmettre à travers peut-être l'image. Oui. Voilà. Donc je sais pas quel public la bande dessinée, là il sort tout juste. Hein, donc mais il est assez large au final. Très large, voilà. Et puis moi, ça m'a fait aussi évidemment plein de piqûres de rappel, si je puis dire. Donc merci pour ça. Pour continuer à cheminer, donc je vous recommande cette bande dessinée Kilomètre Zéro. La bande dessinée évidemment de Maud Ankawa, accompagnée, on l'a dit, par Mathilde Ducret, qu'on salue au passage parce que qui a fait un travail absolument remarquable. Peut-être une prochaine fois, on la recevra publiée aux éditions Casterman. Et pour en savoir plus sur tous nos épisodes, gagner peut-être cette bande dessinée, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Métamorphose sur le site Métamorphose Podcast. Merci encore, Maud. Merci à toi, Anne. Merci infiniment. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.